Bienvenue dans l'émission Les podcasts de la recherche stratégique, présentée par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des podcasts de la recherche stratégique, un format audio consacré aux questions de sécurité internationale créé par la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Aujourd'hui, nous avons échangé avec Laure Fouché, chercheuse à la FRS, à propos du cessez-le-feu au Liban. Alors, dans un premier temps, Laure Fouché, pouvez-vous nous expliquer les termes de l'accord de cessez-le-feu ? Alors, c'est intéressant parce que si la guerre ouverte qui a débuté fin septembre entre Israël et le Hezbollah diffère largement de celle de l'été 2006, les termes de l'accord qui ont été signés récemment sont tout à fait similaires à ceux de la résolution 1701, donc qui avait conclu la guerre de l'été 2006. Conformément à cette résolution 1701, il est encore demandé au gouvernement libanais donc d'étendre son autorité à l'ensemble du territoire, de déployer ses forces armées à l'ensemble de ses frontières et dans la zone sud, bien évidemment, selon un plan de déploiement qui est déjà défini, et cela dans l'objectif principal d'empêcher le rétablissement et le réarmement des groupes armés non étatiques au Liban. C'est écrit ainsi, et évidemment comprendre le Hezbollah. Il y a 4 points de différence avec 2006 qu'il faut néanmoins souligner. Tout d'abord, les termes de l'accord sont quand même beaucoup plus précis et d'une certaine manière plus offensifs que ceux de la 1701, notamment en ce qui concerne les obligations qui incombent aux forces armées libanaises, les FAL, dans le sud Liban et dans le reste du territoire libanais. Dans cet accord-là, il est écrit explicitement que les FAL devront démanteler les sites, les infrastructures non autorisées en surface et en sous-sol, confisquer les armes non autorisées et matériel connexe, empêcher la présence de groupes armés non autorisés. Donc voilà, c'est des termes qui sont quand même plus explicites que ceux qui étaient écrits dans la résolution 1700 en 2006. Seconde chose, il n'est pas non plus anodin que la poursuite des frappes est en quelque sorte autorisée dans ce cessez-le-feu, même si cela est encadré, puisqu'il est stipulé que les engagements que prennent Israël et le Liban à travers ce cessez-le-feu n'enlèvent en rien leur droit légitime à l'autodéfense, conformément au droit international. Enfin, troisième point, les États-Unis jouent un rôle sans précédent, cette fois-ci, dans la surveillance de ce cessez-le-feu, de la mise en application de ce cessez-le-feu, puisqu'il instaure un nouveau mécanisme de surveillance et d'aide aux FAL, aux forces armées libanaises, qui s'appelle le Comité technique militaire pour le Liban. La France y est associée. Et ce comité vise à renforcer le mécanisme de vérification et de soutien aux missions des forces armées libanaises. Et donc, les Américains jouent un rôle sans précédent, et cela, c'est tout à fait différent que 2006. Enfin, Tel Aviv est aussi parvenu à obtenir, alors ça c'est parallèlement à cet accord, des garanties américaines écrites, la fameuse side letter dont tout le monde parle, qui l'assurerait de son droit à intervenir en cas de violation du cessez-le-feu et de l'apparition de nouvelles menaces en provenance de l'ensemble du territoire libanais et pas seulement du sud Liban. Selon des sources proches du cercle décisionnaire israélien avec qui j'ai pu discuter, cette side letter vient du fait surtout que Tel Aviv se fait peu d'illusions quant à la capacité des forces armées libanaises à appliquer les dispositions de la 1701 et que dans ce cadre, Tel Aviv cherche à obtenir ou à s'assurer plutôt d'un soutien bipartisan à Washington dans le cadre de futures opérations. Et donc, je crois que cette side letter illustre très bien en fait le nouvel environnement stratégique dans lequel nous nous trouvons un an après le 7 octobre et dans lequel ce cessez-le-feu a été signé. Et je crois que c'est vraiment à travers cet angle-là que nous devons penser la viabilité de cet accord. Et justement, selon vous, quelle est la viabilité de cet accord ? Il y a d'abord la question de sa mise en application. Comme vous savez, la 1701 avait été que très peu appliquée, et cela par les deux parties.
Euh, et malgré le nouveau mécanisme de surveillance que je viens de mentionner, la réalité reste néanmoins la même qu'en 2006. Et donc, on peut douter de la possibilité d'une mise en application efficace de ce nouveau cessez-le-feu. Il y a toujours effectivement la question de la faiblesse des institutions étatiques libanaises. Elle est encore plus criante qu'en 2006, pardon. Il y a le dossier de la présidence libanaise qui est toujours bloqué, la crise économique et financière qui est sans précédent depuis 5 ans. Et cette faiblesse rend de facto les capacités de l'armée libanaise à faire respecter un cessez-le-feu très peu probables. Au-delà de ces questions politiques, du risque d'implosion de l'armée si celle-ci était vraiment amenée à désarmer le Hezbollah dans le sud Liban, cette armée souffre terriblement de la crise économique actuelle. On le voit très bien avec la question des salaires. Elle est aussi sous-équipée. Aucun partenaire occidental ou arabe n'a bien voulu investir ces dernières années pour l'équipement des FAL. Et donc, par exemple, aujourd'hui, dans l'accord, il est prévu d'envoyer 6 000 hommes supplémentaires dans les mois à venir pour faire respecter le cessez-le-feu. Et donc, la question se pose d'où nous allons pouvoir trouver les financements qui permettraient le recrutement de ces 6 000 hommes. Il faudra probablement que les pays du Golfe s'y attellent, mais on peut douter pour le moment de l'intérêt d'États comme l'Arabie saoudite à investir de l'argent au Liban. En tout cas, on n'y est pas pour le moment. Un deuxième point pour comprendre la viabilité de cet accord, c'est évidemment de mieux comprendre les raisons qui ont poussé les parties à accepter cet accord. Alors, vu du côté israélien, la guerre ne progressait plus. Et afin de continuer à diminuer drastiquement les capacités du Hezbollah, donc qui était l'objectif de guerre annoncé par Tel Aviv, il aurait fallu passer à une vitesse supérieure, on va dire, ou à une échelle supérieure en termes géographiques et opérationnels, ce qui aurait demandé un effort militaire extrêmement conséquent pour l'armée israélienne, alors que celle-ci faisait face à des difficultés importantes. Je pense à la fatigue des réservistes, à la nécessité de reconstituer le stock d'armes, etc. Et donc, on voit effectivement fin octobre, le SEMA israélien annoncer que les objectifs militaires au Liban avaient été atteints. Et puis, il y a une dimension un peu plus stratégique qui est que, grâce à ce cessez-le-feu, Tel Aviv a réussi à obtenir du Hezbollah qu'il renonce à lier son combat à celui de la guerre à Gaza. Et ça, c'est effectivement une victoire majeure pour les Israéliens. Alors, comme le montre la réaction des partis politiques israéliens, cet accord a été quand même plutôt mal perçu. Il y a évidemment une dimension opportuniste des différentes politiques à exposer leur position en ce sens, mais cela reflète quand même un sentiment général de la population que l'accord ne répond pas de manière adéquate aux défis sécuritaires que représente le Hezbollah, qui continue de facto à avoir une capacité de combat suffisante pour attaquer Israël et empêcher les habitants du nord du pays à rentrer chez eux. Et donc, il y a entre ce cessez-le-feu et cette réalité une dissonance, en fait, avec le concept de victoire totale qui est promu par Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, depuis le début de la guerre contre la bande de Gaza et au Liban. Pour ma part, je pense que cette guerre ne se limite pas à une guerre classique, on va dire, de dissuasion comme celle qui a été menée en 2006 et qu'on est très loin de la fin. Après, il est vrai que la lecture des intentions stratégiques des cercles décisionnaires israéliens sont très difficiles à lire, car les objectifs sont dynamiques, ils se définissent en fonction des succès tactiques, des considérations de politique interne, mais aussi en fonction de la manière dont Tel Aviv parvient à composer avec ses alliés. Je crois néanmoins que cet accord de cessez-le-feu avec le Liban a été davantage conçu par Tel Aviv comme une opportunité pour redéfinir les règles du jeu. Et d'une certaine manière, la viabilité de cet accord dépendra aussi de la détermination d'Israël à tout mettre en place pour éviter le retour à une dissuasion mutuelle qui existait jusqu'à
jusqu'à il y a quelques mois, et qui se traduit en fait par la question du réarmement du Hezbollah. Et dans ce cadre, il est très intéressant de souligner qu'il y a un renouvellement, ou en tout cas une tentative de renouvellement de la politique israélienne vis-à-vis de la Syrie. Il y a des nouvelles frappes. Les frappes israéliennes en Syrie ne sont pas nouvelles, mais celles-ci sont d'une nature et d'un objectif nouveau. Il s'agit plus d'arrêter un ou deux convois de transfert d'armement pour le Hezbollah, mais de faire passer le message à Bachar el-Assad et à Moscou que Tel Aviv souhaite désormais imposer un nouveau modus vivendi en Syrie, à savoir que la Syrie ne soit plus un terrain de transfert d'armement au Hezbollah. Alors à ce stade, il est absolument pas clair de savoir si et comment Tel Aviv compte imposer de nouveaux paradigmes en Syrie, parce qu'elle n'est pas parvenue à le faire jusqu'à présent. Mais selon des contacts, les intentions sont là, et Tel Aviv pourrait pouvoir compter sur les éventuelles évolutions avec la présidence Trump à venir de la relation Moscou-Washington pour tenter d'avancer dans ce sens. Alors peut-être un mot aussi du côté du Hezbollah. Alors il y avait bien sûr la nécessité de retrouver ses forces, de réorganiser ses troupes après des pertes qui sont évidemment sans précédent, tant sur le plan du leadership que des effectifs, que de l'armement. Il y a un affaiblissement de la branche militaire qui est absolument certain, qui s'est aussi accompagné d'un affaiblissement sur le plan politique, même s'il est plus difficilement mesurable. Il ne faut pas oublier non plus que l'Iran a eu intérêt à encourager son allié à signer la fin des hostilités. Et malgré cela, il est intéressant de constater que le Hezbollah tente d'ancrer cet accord dans un narratif de victoire. Et même si peu de personnes sont dupes, notamment en vue des pertes subies, il faut quand même néanmoins souligner que le Hezbollah n'est effectivement pas défait, tant militairement que politiquement. Enfin, je reste persuadée que ce seront de toutes les manières les dynamiques de terrain qui prendront la main sur les thèmes de l'accord en tant que tel. On le voit très bien depuis hier, le 2 décembre, que le cessez-le-feu vacille déjà au vu des frappes et des échanges de tirs qu'il y a eu de part et d'autre de la frontière. Et donc, il me semble que pour le moment, le cessez-le-feu apparaît plus comme une pause dans les combats de haute intensité que comme la fin de la guerre. Et est-ce que ce cessez-le-feu pourrait néanmoins inaugurer une période d'apaisement pour la région? Alors, je suis peu optimiste. Je crois que effectivement, pour penser les perspectives qu'ouvrirait éventuellement cet accord, il faut prendre en compte les changements opérés dans l'environnement stratégique. Et malheureusement, en faisant cet exercice, je crois que cet accord ne présage pas d'un apaisement régional. Le premier ministre israélien ne parle pas de paix, ni le Hezbollah d'ailleurs. Ce cessez-le-feu semble relever plutôt d'un calcul, d'un intérêt commun à faire une pause dans les combats, comme je le disais précédemment. Et je crois aussi qu'il faut quand même garder en tête les ambitions qui ont été affichées par le gouvernement israélien à plusieurs reprises, à savoir celle de changer la réalité stratégique du Moyen-Orient. Alors cela peut vouloir dire plusieurs choses, bien sûr, mais je suis persuadée qu'une chose est sûre, c'est qu'en fin de compte, la cible, on va dire, qui compte pour Israël dans la région, ce vers quoi tous ces efforts militaires et stratégiques se tendent, est l'Iran. Et dans ce cadre, il me semble que le cessez-le-feu, qui a été signé il y a quelques jours, est aussi un gage donné au président Trump, à Donald Trump, qui sera président donc dans quelques semaines, qui avait exigé de Tel Aviv que ces guerres soient terminées avant son intronisation. Et d'une certaine manière, pour le Premier ministre israélien, ce cessez-le-feu permet de gagner du temps, de se focaliser
sur ce que sera sa priorité dans sa relation avec le président américain, à savoir comment aborder la question iranienne. Pour résumer et pour schématiser, vu de Tel Aviv, maintenant que les bras sont affaiblis, à savoir le réseau de partenaires iraniens, la priorité militaire est maintenant de s'attaquer à la tête l'Iran. Et donc, la question est de savoir comment on peut dorénavant entraîner la prochaine administration américaine sur ce terrain. Et donc, en cela, le Liban diffère totalement de Gaza. Pour les Israéliens ou pour Tel Aviv, on peut vivre avec une menace dégradée du Hezbollah si cela nous permet de nous attaquer à l'Iran. Mais les enjeux de la guerre au Liban sont, pour le gouvernement actuel, entièrement différents que ceux à Gaza et en Cisjordanie, malgré le narratif qui est tenu par le Premier ministre israélien des 7 fronts. Pour comprendre les enjeux à Gaza vus de Tel Aviv, il faut absolument revenir sur les évolutions politiques internes en Israël. Je ne parle pas des évolutions des 2 dernières années avec la montée en puissance des partis suprémacistes qui dorénavant siègent au gouvernement, mais du déplacement ou de la droitisation, de l'extrême droitisation de la société israélienne depuis plus d'une décennie, qui rend possible l'avancée de cet agenda nationaliste, religieux et suprémaciste. Et il faut quand même être au clair sur le fait que l'alliance entre Benjamin Netanyahou et les politiques comme Ben Gvir et Smotrich n'est pas du tout conjoncturelle comme on a pu le penser il y a 2 ans. Et donc aujourd'hui, sans sursaut de la communauté internationale, il semblerait que Gaza continue à en payer le prix de ces évolutions en interne en Israël. Et ça explique très bien pourquoi il y a aujourd'hui un cessez-le-feu au Liban et pas à Gaza, alors que les objectifs militaires ont été censés avoir été atteints depuis longtemps à Gaza, selon le porte-parole de l'armée israélienne. Euh, la question à Gaza n'est pas sécuritaire, c'est une question de politique interne en Israël. Gaza est devenu ou est le symbole du projet nationaliste palestinien. Et comme l'a dit il y a plusieurs jours un journaliste israélien, dans ce cadre, casser les eaux de Gaza est 100 fois plus important que pour le gouvernement actuel que la guerre au Liban. Et on le voit très bien sur Gaza, enfin par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, les opérations qui sont menées, les opérations en cours dans le nord, les infrastructures militaires qui sont construites sur quasi 25% du territoire de la bande de Gaza, laissent peu de place au doute quant à la habilité d'un scénario d'occupation militaire visant aussi à couvrir une politique de colonisation. Et à ce titre, je voudrais quand même citer l'ancien Séma israélien, Moshe Ya'alon, qui est un ancien du Likoud, un ancien ministre de la Défense sous Netanyahou entre 2013 et 2016, il me semble, qui n'est donc pas un tendre, qui a dit clairement il y a quelques jours que la route sur laquelle Israël était entraînée aujourd'hui est celle de la conquête, de l'annexion et du nettoyage ethnique. Et enfin, selon vous, quelles sont donc les prochaines étapes? Alors c'est difficile à prévoir tant que nous n'avons pas une idée précise de la politique de la prochaine présidence Trump. Benjamin Netanyahou sera obligé de composer avec. Mais sur Gaza, les perspectives sont extrêmement sombres parce que, au-delà de ce que nous avons déjà évoqué, l'équipe Trump sur ce dossier est acquise à l'agenda d'extrême droite israélienne et réfute, elle le dit très clairement, hein, la solution à 2 États. Sur le Liban, on l'a vu, l'accord est plus que fragile. Et donc, il faut voir comment cet accord se développera. Mais peut-être ici, je me permets une parenthèse sur la politique de la France, c'est que avec ces 2 éléments en tête, à savoir les perspectives sombres à Gaza, la fragilité du cessez-le-feu au Liban, le calcul de la présidence qui a été fait
de revenir sur l'application du mandat d'arrêt émis par la CPI contre Benyamin Netanyahou par la France, en échange d'un siège qu'on peut qualifier ici plutôt de strapontin au sein du comité de supervision du cessez-le-feu au Liban est extrêmement difficilement compréhensible parce que la France, en faisant ce choix, non seulement risque ou perd assurément toute crédibilité ou la crédibilité qui lui restait face aux Libanais, mais aussi au Moyen-Orient en général, mais aussi face aux Israéliens. Et surtout, cette position a un effet terrible sur la crédibilité, l'utilité du droit international, de la justice internationale, qui reste pourtant la seule porte de sortie pour imposer éventuellement un cessez-le-feu à Gaza, alors que l'ensemble ou la quasi-majorité des diplomaties occidentales semblent avoir abandonné ce dossier. Plus généralement, du côté israélien, le rétablissement de la dissuasion israélienne, l'affaiblissement du Hezbollah et la présidence Trump sont des développements qui sont perçus comme une opportunité pour s'attaquer plus sérieusement à l'Iran et, soyons clairs, s'attaquer à son programme nucléaire. Pour Tel Aviv, en effet, l'élément de dissuasion qui reste de la part du régime iranien est celui du risque de recourir à la militarisation de son programme nucléaire, et cela de manière non détectée. Mais voilà, pour s'attaquer au programme nucléaire iranien, les Israéliens, a priori, ont encore besoin, au-delà du feu vert politique, ont besoin du soutien militaire des Américains. Du côté iranien, les inconnus demeurent quant au calcul qui peut être fait à Téhéran. Quel scénario Téhéran va privilégier dans le contexte actuel face à la détermination à Tel Aviv, face à la présidence Trump? Est-ce que Téhéran va vouloir laisser une chance aux négociations? Est-ce qu'il y aura un passage progressif à la militarisation, un recours immédiat à la militarisation? C'est très difficile de le dire pour le moment, mais dans tous les cas, il semblerait qu'une nouvelle confrontation entre Israël et l'Iran apparaisse inévitable. Merci Laure Fouché, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.